Mélissa est heureuse cet après-midi parce qu'elle va choisir sa robe de mariée. Elle vient de se garer au centre-ville et ses talons hauts claquent sur le béton froid du parking. Le son se répercute sur les murs, tandis que la jeune femme se dirige vers les ascenseurs qu'elle n'atteindra jamais. Une ombre va bientôt surgir d'un recoin. Un poignard va bientôt s'abattre dans son dos. Non, Mélissa ne choisira pas sa robe de mariée aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne se mariera jamais. Crime suisse. Bonjour, c'est Antoine Drou. Je vous emmène à Zurich dans ce nouvel épisode de Crime Suisse pour le récit d'une nouvelle histoire vraie. Une histoire qui nous tend un miroir parce qu'elle raconte notre pays, cette Suisse si propre en ordre, si bien rangée, dans laquelle aussi on tue, on assassine, comme partout ailleurs. N'hésitez pas à recommander ce podcast à vos proches, à le partager sur vos réseaux ou à le prendre avec vous en vacances cet été. Crime Suisse, épisode 31. La tueuse qui n'aimait pas les femmes. Certains prénoms ont été changés. À 16 ans, Caroline allume son premier incendie dans une cabine téléphonique. Elle met le feu à des bottins parce que l'appareil est en panne, ce qui a le don de beaucoup l'énerver. D'ailleurs, tout l'énerve ces derniers temps, ces dernières années même. Rien ne va plus. C'est pénible. Pourtant, tout avait bien commencé en 1973, quand elle est née, en Suisse centrale. Oh, papa et maman ne roulaient pas sur l'or, non, mais le couple d'immigrés autrichiens lui a quand même offert une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal. Fille unique, Caroline est discrète. Elle aime les animaux, les chiens, les chats, enfin, surtout les chiens. Son rêve, c'est de devenir toiletteuse ou, pourquoi pas, vétérinaire. À l'école, ça se passe mal. Elle est considérée comme une marginale par ses camarades de classe qui la harcèlent. Elle se défend tant bien que mal, mais c'est difficile. À 13 ans, Caroline fugue. Elle s'enfuit à Bâle, toute seule. À son retour, elle explique naïvement qu'elle voulait juste visiter la ville. Ensuite, ça va un peu mieux, pendant un moment, c'est vrai. Elle aide son père menuisier à l'atelier et ses notes s'améliorent un peu. Elle se prend à rêver d'un nouveau métier. Elle ne veut plus être vétérinaire, elle veut devenir policière. À 16 ans, Caroline part à Neuchâtel pour être fille au pair. Nous sommes en 1989-1990 et la pratique est de plus en plus réglementée en Suisse. C'est que tout n'est pas toujours rose pour les jeunes filles dans leur famille d'accueil. Archive RTS. Exploitation, solitude, mal du pays, voilà ce que redoute, à juste titre parfois, la jeune fille au pair à son arrivée en Suisse romande. Elle vient pour apprendre le français et aider au ménage pendant une année qui peut aussi participer au rite de passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Mais pour que l'expérience soit réussie, qu'est-ce que les familles devraient offrir à ces jeunes filles ? Pour moi, le rôle d'une jeune fille, c'est en aucun cas remplacer la mère. C'est une aide, elle aide dans notre famille, elle est dans notre famille, mais avant tout pour apprendre le français. Et puis, je pense que la difficulté, c'est que quand on travaille à plein temps, c'est de lui ménager surtout des temps pour elle, des temps où on peut être avec elle, où on peut parler pour elle. Et puis en même temps, je pense qu'elles ont aussi beaucoup besoin, en dehors de notre famille, d'avoir aussi des moments où elles peuvent retrouver leurs copines, où elles peuvent prendre des cours de gymnastique. Elles doivent aussi avoir des moments pour elles, intimes, voir qu'il existe d'autres jeunes filles qui vivent peut-être autre chose qu'elles, et je crois que ça, c'est important. Pour Caroline, en tout cas, ça se passe très mal à Neuchâtel. Elle se sent humiliée, maltraitée, exploitée. Elle dira même que le père l'a violée avant de se rétracter. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très en colère contre sa famille d'accueil. Tellement en colère qu'elle était revenue plus tard à Neuchâtel, armée d'un pistolet. Elle voulait faire la peau au couple qui l'avait accueillie.
mais elle avait renoncé. Ouais, tout ça l'avait beaucoup énervé. Ensuite, Caroline entame un apprentissage. Mais 6 mois après ses débuts, tout dérape, le soir de la fête de Noël. Elle boit trop et agresse plusieurs personnes. Le lendemain, elle ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé. Des collègues lui racontent comment elle a frappé des gens, comment ils ont dû s'y mettre à 3 pour la contenir. Elle est licenciée. Et ça l'énerve. En 1990, la demande de naturalisation de Caroline est rejetée. Le rêve de l'Autrichienne, née, éduquée et intégrée en Suisse, s'effondre. Elle ne pourra pas devenir policière. Elle est frustrée. Elle est fâchée. Oui, elle est vraiment très énervée par tout ça. Après sa première cabine téléphonique cramée, Caroline en brûle d'autres. Elle met aussi le feu à des poubelles ou à des serviettes en papier dans les restaurants. Mais ça ne lui suffit pas. Bientôt, ce sont des bottes de foin qui s'embrasent, des bateaux, des granges et même des maisons. Elle guette dans les journaux les entrefilets et les articles qui décrivent ces incendies. Elle les découpe et les range dans un classeur. C'est très satisfaisant. Caroline a maintenant 18 ans et elle est toujours très en colère. Quand elle se déplace, elle porte toujours sur elle son couteau papillon, une arme interdite en Suisse. Elle s'en sert pour crever des pneus. Elle vole aussi parfois des porte-monnaies. La psychothérapeute de Caroline est très inquiète. Sa patiente lui a confié ses fantasmes de meurtre et l'a menacée de mort. La soignante est tellement effrayée qu'elle alerte la police et qu'elle confie sa patiente à un confrère. Caroline bouillonne. Toute cette violence. Les incendies ne lui suffisent plus. C'est décidé. Le fantasme va se transformer en réalité. Elle va tuer. Caroline décide de commettre son premier meurtre à Zurich. Elle se rend plusieurs fois en train dans la plus grande ville de Suisse pour choisir la scène de crime. Elle jette son dévolu sur le parking Urania. C'est en plein centre-ville, entre la Bahnhofstrasse d'un côté et le Niederdorf de l'autre. Construit sur le site d'un immense bunker de la Seconde Guerre mondiale, il a été inauguré au début des années 70. L'architecture est typique de l'époque, tout en rondeur et en courbe, sans angle. C'est simple, si les Barbapapa avaient construit un parking, ce serait le parking Urania. Les centaines de places de parc s'empilent sur plusieurs étages et le bâtiment est recouvert d'un joli jardin public. Un jardin public dans lequel le tueur à la cravate a étranglé un homme sur un banc en 1981, 10 ans plus tôt. Une histoire que je vous raconte d'ailleurs dans le tout premier épisode de Crime Suisse. Une haute tour historique coiffée d'une coupole domine ce parc public. À l'intérieur est caché un télescope. En juin 1991, alors que Caroline cherche à tuer pour la première fois, l'observatoire rouvre ses portes au public après 2 ans de travaux. La RTS en parle dans ses infos. À l'inauguration de l'observatoire en 1907, cette tour était le premier bâtiment en béton de la ville de Zurich. Le télescope date de la même année. Aujourd'hui, évidemment, il n'est plus à l'avant-garde de la technique, mais il permet tout de même d'agrandir 600 fois les corps célestes que l'on veut observer. Vérité historique oblige, pas de moteur pour ouvrir la coupole, mais la force du poignet. À côté du vénérable télescope, entièrement révisé par les usines Zeiss de Jena qui l'avaient construit il y a plus de 80 ans,
Un ordinateur dernier cri permet de reproduire le mouvement des planètes et des constellations et d'effectuer toutes sortes de calculs. L'observatoire est ouvert à tous à partir de 9h du soir. Mercredi 26 juin 1991. Il est 14h30 et Caroline entre dans le parking Urania à la recherche d'une victime. Ce sera une femme. Oui, c'est ça. Elle veut tuer une femme. Elles sont si sensibles, si fragiles. Elles ont peur si facilement, ça lui tape sur les nerfs. Alors Caroline commence à faire des allers-retours en ascenseur. Elle monte, elle descend, puis elle recommence jusqu'à l'arrivée de Mélissa. Il est presque 15h quand l'Argovienne de 29 ans prend un ticket à l'entrée du parking. Elle s'apprête à faire un choix crucial. Elle doit se décider cet après-midi pour sa robe de mariée. Mélissa se parque et sort de sa voiture. Elle se dirige vers les 4 ascenseurs bleus du 7e étage. Ses talons hauts claquent sur le béton froid. Leur tac, 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 tac ricoche contre les murs, enfle dans l'air vicié qui sent le pot d'échappement. Tapis dans l'ombre, Caroline n'entend plus que ça. Tac, 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 tac. Le bruit des talons hauts qui claquent. Elles sont si bruyantes, ces chaussures. Ça l'énerve tellement, ce bruit. Selon le récit que fait Caroline bien plus tard aux enquêteurs, c'est quand Mélissa est à sa portée, qu'elle sort de l'ombre et attrape la jeune femme par ses vêtements. Elle lui assène un violent coup de couteau dans le dos. Un seul, ça suffit. La lame tranche l'aorte, la plus grande artère du corps humain. Mélissa aperçoit à peine le visage de sa meurtrière. Elle semble stupéfaite de constater que c'est une femme qui vient de la poignarder. Elle ne dit rien, pas un mot, et meurt devant les ascenseurs bleus et la poubelle rouge, juste en dessous du panneau « Interdiction de fumer ». Caroline s'enfuit, sort du parking. Elle se sent soulagée au moment de laver son couteau et ses mains à une fontaine toute proche. Enfin, elle l'a fait. Enfin, elle a tué quelqu'un. Le soulagement fait même place à la satisfaction, tandis qu'elle disparaît maintenant dans l'agitation du centre-ville. Cela fait maintenant 3 minutes que Mélissa a retiré son ticket à la borne d'entrée du parking. 3 minutes à peine, et déjà quelqu'un appelle le 117 pour signaler qu'une femme est allongée devant les ascenseurs du 7e étage. Elle ne bouge plus. Immédiatement, une voiture de patrouille et une ambulance sont envoyées sur les lieux. Mais c'est trop tard. L'hémorragie massive a déjà été fatale à Mélissa. Puis les lieux sont bouclés et les spécialistes se succèdent. Service d'identification, service de la photographie, scientifique forensique, médecin légiste, procureur de district, maître chien et bien sûr des inspecteurs. Il s'agit de récolter des traces, d'établir des faits, d'obtenir des informations. Mais c'est un parking public hyper fréquenté ici. Et des traces, il y en a des centaines. Ce sera très compliqué de faire le tri. On trace en blanc la silhouette de Mélissa sur le sol avant d'évacuer son corps. Son sac à main est retrouvé dans la cage d'escalier. Le porte-monnaie manque. Dans la voiture de la victime, la police découvre une robe de soirée. C'est celle que la jeune femme devait porter prochainement au mariage de sa sœur. Le lendemain, une première réunion a lieu entre les différents services de police. C'est rapide. Ça signifie que les enquêteurs n'ont pas trouvé grand-chose. Ce jour-là, un témoin affirme avoir vu 2 hommes quittant précipitamment le parking aux environs de l'heure du crime. Ils mesurent entre 170 et 180 cm. Ils ont entre 30 et 35 ans et sont de type méditerranéen, peut-être turc ou yougoslave. Des voleurs à la tire? Des toxicomanes? Ou alors des harceleurs? Le sujet est déjà dans les médias à l'époque. Harcèlement de rue, harcèlement au travail. D'ailleurs, en cette année 1991, un juge américain est poursuivi par une de ses anciennes collaboratrices pour cette raison. En Suisse romande, un comité lance une action de sensibilisation. On en parle à la télé.
Donc cette campagne démarre aujourd'hui jusqu'à fin novembre. Elle vise 2 buts. D'une part, sensibiliser l'opinion publique, c'est-à-dire rendre le problème visible qui est encore banalisé, même si dans des grandes affaires comme ça, on en parle. La deuxième chose, c'est inciter les femmes à réagir, parce que c'est vrai que si les femmes réagissaient, sans doute que le problème diminuerait. Alors on leur propose un petit carton jaune, carton avertissement, c'est-à-dire ce comportement, je ne l'accepte pas, et un carton rouge, dénonciation. Parce que la femme... Des cartons qu'elles pourront donc brandir dans leur bureau, voilà, dans leur usine. Donner aux harceleurs. C'est un moyen, en fait, déjà, parce que les femmes ont des fois de la peine à dire ce comportement, je n'en veux pas, je ne l'accepte pas. 4 jours après le meurtre de Melissa, une autre femme est poignardée à Zurich. C'est une touriste tchèque qui survit à ses blessures. Juste avant d'être secourue, elle a trouvé la force de parler de 2 hommes portant des sacs à dos. Le lien est vite fait avec le témoignage précédent. De son côté, Caroline commence un apprentissage de vendeuse le 1er juillet 1991 dans un luxueux magasin de Lucerne. Elle continue de voir son psy qui s'alarme de cette jeune femme à la personnalité compliquée, gorgée de haine et de vengeance, qui se sent rejetée par tout le monde, qui se sait dangereuse et qui n'arrive pas à gérer son agressivité. Mais cette thérapie ne suffira pas à l'arrêter. Décembre 1991. L'enquête sur le meurtre de Melissa est au point mort. Pas la moindre trace, pas la moindre piste. Le dossier ne remplit même pas un classeur. Faute de moyens, la police a interrompu les patrouilles supplémentaires qui surveillaient les parkings depuis l'été. Les mois passent et une nouvelle agression a lieu au parking Urania. Le 10 avril 1992, une Zurichoise de 35 ans est menacée par 2 hommes armés qui lui dérobent ses bijoux et son argent sans la blesser. Évidemment, le meurtre de juin dernier est encore dans toutes les mémoires. On lit dans le journal qu'une femme seule devrait y réfléchir à 2 fois avant de pénétrer dans un tel endroit. Partout dans le pays, on crée des places de parc spécialement pour les femmes. En Suisse alémanique, on lit sur les pancartes « Nur für Frauen ». En Suisse romande, les panneaux proclament « Réservé pour vous, madame ». Caroline peut dormir sur ses 2 oreilles. Les autorités n'envisagent toujours pas un instant que le meurtre de Melissa ait pu être commis par une femme. Christian Schwarzenegger, professeur de droit pénal à l'université de Zurich, est interrogé à ce propos dans le documentaire « La meurtrière du parking » sorti en 2008. Le criminel dangereux est un homme. Tout le monde est parti de ce principe, la police, la justice, la société. Cette hypothèse erronée a mené l'enquête dans la mauvaise direction. Il s'en est suivi que les places de stationnement pour femmes ont été éclairées davantage parce que l'on partait du principe que l'agresseur était un homme. Pendant ce temps à Lucerne, l'apprentissage de Caroline se passe mal. Elle n'aime pas se maquiller, elle n'aime pas porter des habits soignés. Ça l'agace. Alors, pendant son temps libre, elle crame quelques cabines téléphoniques. Mais ça ne lui suffit pas. Alors, elle met le feu à une menuiserie. L'incendie est immense. Le bâtiment est complètement détruit par les flammes. Elle en veut plus. Elle en veut encore. Le 23 avril 1992, Caroline griffonne quelques mots sur une serviette en papier dans les toilettes d'un train. Elle écrit « Je suis l'incendiaire. Cette nuit, il y aura un 2e grand feu à Lucerne. Je ne peux pas m'en empêcher. »
Une voyageuse tombe sur ce message et le transmet au chef de train qui alerte la police. Le soir même, rien ne se passe. Ni la nuit suivante, ni celle d'après. Mais Caroline n'a pas renoncé. 6 jours après avoir rédigé son message, elle passe à l'action. 18:30 Uhr, Schweizer Radio DRS, Abendjournal. Im Studio sind Monique Furrer und Hans Ineichen mit den wichtigsten Themen heute Abend. Elle met le feu à des cartons de bananes qui se trouvent dans les combles d'un immeuble historique du centre de Lucerne, à la Kasernenplatz. Le brasier est immense, d'une telle intensité que les dégâts se chiffrent en millions de francs. À Lucerne, un incendie au siège de la von Motzstahl AG à Kasernenplatz a causé des millions de dommages. La partie supérieure du bâtiment a été détruite et a subi d'importants dégâts d'eau. En raison des travaux d'extinction, la circulation a été chaotique pendant des heures dans une grande partie de Lucerne. Les pompiers soupçonnent un incendie criminel. Caroline jubile. Un immeuble quasiment détruit, un chaos routier pendant des heures dans toute la ville. Voilà de quoi retenir l'attention. Elle est tellement fière qu'elle se vante de son crime auprès de son entourage, ce qui va entraîner sa perte. Identifiée, arrêtée, jugée, Caroline est condamnée pour plus d'une quarantaine d'incendies criminels qui ont provoqué pour environ 4,5 millions de francs de dégâts sur plusieurs années. Et seulement pour ça. Parce que personne ne sait pour l'instant qu'elle a tué une femme en juin 1991 dans le parking Urania à Zurich. La pyromane écope de 4 ans et demi de prison. Le tribunal ordonne également son internement en raison de sa dangerosité et de ses troubles psychiques. Mais 1 an plus tard, ce verdict est cassé par le tribunal cantonal lucernois qui se rallie à l'avis d'un psychiatre. Le médecin dit qu'il faut continuer d'espérer le rétablissement de Caroline, même si la lumière est ténue dans l'obscurité. Selon lui, elle doit suivre une thérapie, mais ne doit pas être internée. Pensez donc, une jeune femme de 20 ans, elle ne peut pas mériter ça. Le tribunal annule donc la mesure d'internement et réduit la peine à 3 ans et demi de prison. Des années plus tard, en 2008, la procureure qui avait obtenu l'internement en première instance revenait sur ce dossier devant les caméras de SRF. L'internement était inhabituel à l'époque. Marianne Heer. Et on avait une autre manière de penser. J'étais un peu la seule à avoir cette opinion. J'avais l'impression de crier dans le désert. Surtout parce qu'il s'agissait d'une femme, et plus particulièrement de Caroline, qui se mettait en scène comme une femme délicate et charmante. L'environnement juridique ne comprenait pas ma décision d'imposer des sanctions aussi sévères. Je crois que ce ne serait pas forcément très différent aujourd'hui, qu'on aurait de la peine à croire qu'une femme puisse être si violente et puisse constituer un danger. Tout cela a finalement eu une influence sur le verdict final à l'époque. Parce que oui, Caroline est violente et dangereuse. Incarcérée à la prison pour femmes d'Indelbank dans le canton de Berne, la délinquante se bagarre, elle agresse le personnel. Elle menace de provoquer des incendies. Elle est si récalcitrante qu'elle est renvoyée au pénitencier de Lucerne. Puis la jeune femme est placée dans un foyer spécial à Zurich, où elle commence un apprentissage d'électricienne. Certains psys continuent de la dire dangereuse, tandis que d'autres soulignent qu'aucune maladie mentale ne peut être diagnostiquée. Caroline est finalement libérée à l'essai le 30 novembre 1996. Elle s'installe à Zurich. Mais rien n'est réglé. Elle veut encore dominer des femmes. Leur faire peur d'abord, puis les tuer ensuite. Alors elle se rend au parking Hohe Promenade. Il est situé entre la place Bellevue et le Kunsthaus. Elle se planque et attend une proie, qui finit par arriver. Une femme, à nouveau, qui se dirige vers la tueuse, mais qui soudain s'arrête, fait demi-tour
et repart en voiture, échappant ainsi à la mort. C'est énervant. C'est énervant, mais ce n'est que partie remise pour Caroline qui, bientôt, va pouvoir tuer à nouveau. Les événements suivants ont été établis par la justice sur la base de l'enquête et des interrogatoires menés avec la tueuse. 22 janvier 1997, le ciel de Zurich est gris et après son travail, Caroline prend le S-Bahn. Elle descend à la gare de Stadelhofen, dans le quartier de l'Opéra. Son idée ? Faire une virée au Niederdorf, aller boire des verres au Zurich Bar ou dans un pub. Mais il est à peine 19h, il n'y aura pas grand monde. Alors elle boit une bière et mange une saucisse, puis elle se rend au jardin chinois. Une jolie balade d'1,5 km au bord de l'eau. Sur place, Caroline se pose à l'affût, entre un banc public et un petit sentier, au milieu de la végétation chétive de l'hiver. Elle attend une femme à qui faire peur. Une femme à tuer. Il fait pas chaud. Le parc est désert. La tueuse est en train de se dire que personne ne viendra, quand elle aperçoit soudain une femme qui se dirige dans sa direction. Elle s'appelle Regula et est âgée de plus de 60 ans. C'est une femme d'affaires, grande, en forme. Elle porte un long manteau violet avec un grand col. Caroline se met en travers de son chemin, un cutter à la main. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande Regula. Caroline ne répond pas. Déjà, elle contourne sa victime, la saisit par le menton et pose son cutter sur sa gorge. Mais la sexagénaire se débat et se met à crier. Trop tard, la tueuse plonge sa lame dans le cou de sa victime et lui tranche la gorge sur 16 cm. Puis elle la pousse dans un buisson, à l'écart. Le cutter s'abat encore une douzaine de fois sur Regula. La lame se casse. Qu'importe. Caroline sort son couteau papillon, qu'elle déplie pour poignarder encore sa victime à terre une quinzaine de fois. Elle est morte maintenant ? Caroline ne sait pas. Elle se lève et va s'accroupir au bord du lac pour laver ses mains, son cutter, son couteau. Quand elle revient près de Regula, elle tient entre ses mains une grosse pierre qui pèse 1,3 kg. Elle l'utilise pour fracasser le crâne de sa victime. Caroline est couverte de sang et de terre. Elle se sent merdique. Ça s'est tellement mal passé. C'était pénible. Elle trouve encore la force de tirer le cadavre par les pieds derrière un buisson de rhododendron et s'en va en ville, boire des bières au Niederdorf, dans quelques bars obscurs. Le cadavre de Regula est découvert le lendemain matin, à 7h30. Sur place, la police retrouve aussi le cutter, la pierre et là-bas, un peu plus loin, un bouton violet. Il a été arraché du grand manteau de la victime. Un manteau désormais maculé de sang, de boue, de feuilles mortes et lacéré à 30 reprises. De son côté, Caroline se réveille chez elle, apeurée. Qu'a-t-elle fait ? Ses vêtements sales sont tachés de sang et de boue. Alors elle lave sa veste et ses chaussures, 2 fois. Elle jette le reste dans un sac poubelle et s'en débarrasse. Enfin,
C'est ce qu'elle a d'abord dit aux policiers, mais elle ne se souvient plus très bien. Elle n'est plus tout à fait sûre que ça se soit passé ainsi. Peut-être a-t-elle rêvé tout ça ? Les semaines puis les mois passent, jusqu'en mars 1998. Caroline veut encore tuer. Mais cette fois-ci, pas question de choisir la victime au hasard. Cette fois-ci, elle l'a choisie consciencieusement. Ce sera cette vieille libraire de 75 ans qui a son magasin dans une ruelle de la vieille ville, à 2 pas de la cathédrale du Großmünster et de ses 2 grandes tours. La vieille chouette a eu le culot de rabrouer Caroline il y a 1 an. Elle lui a dit de choisir un livre ou de quitter le magasin. Ça l'a rendue furieuse. La libraire doit payer pour ça. Samedi 21 mars 1998. Il est 11h. La tueuse entre dans la librairie. Sa victime est seule. Caroline veut faire vite. Elle se dirige immédiatement vers elle et lui enfonce son couteau dans le cou. La libraire s'effondre. Caroline s'acharne et lui assène encore une 12aine de coups de couteau. Il y a du sang partout, des livres et des feuilles en désordre sur le sol. Puis Caroline pique 400 francs dans la caisse et s'en va, discrètement. Mais la libraire n'est pas morte. C'est son voisin du dessus, un médecin, qui l'a sauvée. Il raconte comment, dans le documentaire intitulé « La meurtrière du parking ». Je suis allé directement à la librairie et j'ai trouvé la libraire. Elle était sur le sol, éveillée et réceptive. J'ai ouvert ses vêtements pour déterminer la nature de ses blessures. J'ai constaté plusieurs coups de couteau sur le thorax et au cou. J'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit qu'elle était hors de danger. Je lui ai expliqué ce qui se passait et que nous allions devoir l'amener à l'hôpital. Mais même si la libraire survit à l'attaque, la peur se répand dans le quartier à vitesse grand V. C'est que la victime du jardin chinois vivait dans la même ruelle médiévale. Tout le voisinage est inquiet. On se demandait s'il s'agissait d'une coïncidence ou s'il existait un lien entre la ruelle et les meurtres. Nous nous demandions qui sera le prochain. Finalement, l'enquête montrera qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Les 2 victimes n'avaient pas de lien, en tout cas pas aux yeux de la tueuse. À part ça, la police piétine à nouveau. Pas d'armes, pas de témoins, pas de traces, pas de mobile, pas de suspect. En mai 1998, 2 mois après l'attaque de la librairie, Caroline demande à être internée en hôpital psychiatrique. Aux soignants, elle raconte ses rêves. Des rêves d'incendie criminel, des rêves de violence, des rêves de meurtre dans lesquels elle tue. La police est alertée. Un sergent-major du groupe Incendie-Attentat de la police de Zurich interroge Caroline avec un de ses collègues. Évidemment, les policiers ne l'interrogent pas sur les meurtres, ni sur l'agression de la librairie. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ce qui les intéresse, ce sont les incendies. Caroline en avoue quelques-uns, mais ne sait plus trop où elle les a allumés. Alors les policiers l'emmènent en vadrouille dans la ville pour lui rafraîchir la mémoire. Au fur et à mesure des interrogatoires, la jeune femme commence à parler des rêves dans lesquels elle tue des femmes, dans des parkings et dans des parcs. La tueuse fournit tellement de détails que le sergent-major finit par reconnaître la description du jardin chinois. Les policiers l'emmènent sur place. Et là, Caroline avoue. C'est elle qui a tué Regula dans le jardin chinois. Elle qui a tué Mélissa dans le parking Urania. Il ne s'agissait pas de rêve, mais de la réalité. Elle explique par exemple que Mélissa portait des talons hauts, qu'elle tenait ses clés de voiture à la main quand elle l'a poignardée. Des détails jamais publiés dans la presse. C'est elle aussi qui a tué la vieille femme dans sa librairie. Ah non! Non, madame. Elle n'est pas morte. Confrontée à la survivante, Caroline est terrifiée. Elle croit voir un fantôme, celui de cette femme qu'elle a laissée pour morte dans un bain de sang. Elle ne devrait pas se promener et rester assise comme ça. Elle est morte, dit-elle.
Lors d'un autre interrogatoire, Caroline explose de colère et de rage, comme à Lucerne, où une cage spéciale avait été installée dans une salle pour contenir ses incroyables colères. Elle est si violente qu'elle casse une côte à un policier qui tente de la maîtriser. Une autre fois, les agents doivent même s'y mettre à 3 pour l'immobiliser. Le 5 juillet 1999, la police et le ministère public zurichois annoncent devant la presse que les homicides du parking Urania et du jardin chinois ont été élucidés. Le suspect est une suspecte, une jeune femme de 26 ans. C'est Caroline. Qui est-elle? Un monstre? Un être à part? Une incongruité statistique, alors que dans l'immense majorité des cas, ce sont des hommes qui tuent des femmes? Ou ce cas montre-t-il au contraire que les femmes sont de plus en plus violentes? Dans les médias, partout, tout le monde se demande pourquoi. Un psychiatre évoque dans son rapport la haine des femmes que nourrit la tueuse. Caroline les déteste, explique-t-il, parce qu'elle les trouve faibles, alors qu'elle-même ne s'autorise aucune faiblesse. Caroline méprise la faiblesse, elle vénère la force, le pouvoir. Quand quelqu'un a peur en face d'elle, elle éprouve de la satisfaction. C'est pour ça qu'elle voulait devenir policière, parce que la police, c'est à ses yeux la pure expression de cette force, de ce pouvoir. Blick surnomme désormais Caroline la femme la plus dangereuse de Suisse. Et les gardiens de la prison pour femmes d'Indelbank ne vont pas contredire le journal, puisque l'établissement a construit une cellule de haute sécurité spécialement pour elle. Facture, 270 000 francs. C'est qu'elle a détruit plusieurs cellules, qu'elle a tenté de s'évader et qu'elle s'est battue avec le personnel pénitentiaire. Quand elle circule dans la prison, elle est menottée, enchaînée simultanément aux chevilles et aux poignets, accompagnée de 2 gardiens. Sinon, la détenue est placée à l'isolement. Elle a droit à du sport le matin et à une promenade l'après-midi dans quelques mètres carrés bien gardés. Caroline est mitraillée par les photographes quand elle sort du fourgon de police le 17 décembre 2001 pour être jugée. Cheveux courts et blonds, coiffés à la garçonne, elle fait des petits pas à cause des chaînes qui lui entravent les pieds. Le procureur demande 20 ans de réclusion pour les meurtres. C'est la peine maximum. Il exige aussi l'internement pour une durée indéterminée. L'avocat d'office souligne que l'accusée demande elle-même à être enfermée. Il souligne qu'elle a collaboré. Sans ses aveux, elle serait libre. Il propose 12 ans de réclusion. Concernant l'internement, il n'est ni pour ni contre. Pendant les débats, Caroline joue de temps en temps avec ses chaînes. Elle dit qu'elle se sent nue sans ses menottes et qu'elle ne peut plus imaginer la vie sans elles. Le tribunal rend son verdict dans la foulée. Il est plus sévère que le réquisitoire du procureur. Caroline est condamnée à la prison à vie et à un internement de durée indéterminée. Archive radio DRS. Sans émotion, l'accusé, menotté aux chevilles, a été condamné aujourd'hui à la réclusion à perpétuité avec sursis. Il était clair pour le tribunal qu'elle chercherait de nouvelles victimes dès sa libération. C'est le désir de tuer qui l'anime. Selon les juges, il n'existe aucun mobile pour expliquer pourquoi elle a poignardé ses victimes.
Il qualifie les attaques d'assassinat, planifiées avec précision et exécutées de sang-froid. La tueuse a provoqué un véritable bain de sang et a massacré ses victimes, certaines à coups de 30 coups de couteau. Pour le tribunal, l'accusée est une tueuse en série, une tueuse à gages qui n'accepte pas d'argent. Le public était présent en nombre dans la salle d'audience du tribunal régional de Zurich aujourd'hui. C'est que ce cas est unique dans l'histoire criminelle suisse. Jamais une femme n'a été assassinée de manière aussi impitoyable. Der Bericht aus dem Zürcher Obergericht von Pascal Krauthammer. Dans sa prison, seuls 10 employés, triés sur le volet, ont accès à Caroline, qui vit avec Zeus, son chat. La jeune femme et le félin se partagent une dizaine de mètres carrés que le jour éclaire à travers le grillage de la fenêtre. Il y a une table, une chaise, un lit, des toilettes, un lavabo et une litière pour chat. En 2007, les nouvelles règles du Code pénal suisse exigent la réévaluation de toutes les personnes internées dans le pays. Mais Caroline n'a pas beaucoup progressé. Son internement est maintenu. S'ensuit un long ping-pong judiciaire entre les tribunaux pendant une dizaine d'années. Ping-pong durant lequel la condamnée va revenir sur ses aveux avant de se rétracter et de tout confirmer à nouveau. Elle reste enfermée. En 2016, 25 ans après le crime du parking Urania, Caroline obtient de passer à nouveau devant la justice zurichoise. Le tribunal doit se prononcer sur un éventuel assouplissement des conditions de détention de la condamnée, alors âgée de 43 ans. Dans un sujet diffusé sur la RTS à cette occasion, on entend notamment la journaliste Brigitte Hurlimann de la NZZ. Sa solitude et son isolement m'ont frappée. Elle m'a posé des questions ahurissantes, surprenantes. Par exemple, comment c'est Internet ? C'est vraiment aussi énorme que ce qu'on peut lire ? Je n'ai encore jamais été sur Internet. Enterrée vivante, c'est ainsi que l'avocat de la détenue décrit les conditions de détention de Caroline. L'organisation Amnesty International, elle ne s'exprime pas sur le cas en question, mais elle précise. À partir de 6 mois, la question de l'isolement est inhumaine et viole les droits humains. Elle enfreint l'interdiction de torture. On doit alors régulièrement examiner le comportement de la détenue. Pour assouplir ses conditions de détention, la détenue comparaissait à nouveau devant la justice zurichoise ce matin. Quel que soit le verdict, la direction de la prison estime que les conditions de détention de Caroline ne violent pas les droits humains. Mais tout prend du temps et des compléments d'expertise psychiatrique sont demandés, ce qui ne servira à rien. L'internement d'une durée indéterminée est encore confirmé en 2017 pour la 4e fois. Une décision validée l'année suivante par le tribunal fédéral. Les conditions de détention de Caroline sont finalement assouplies, un peu, à partir de 2019. On lui accorde une promenade en forêt. En 2021, elle a droit à des sorties accompagnées de 5 heures maximum. En 2022, elle est transférée dans un nouveau groupe. En 2023, elle vit avec 17 autres détenus. En 2024, elle nie à nouveau avoir commis les crimes qu'elle a pourtant avoués plusieurs fois. Mais elle assure qu'elle arrive désormais à gérer ses troubles, qu'elle n'a plus besoin de recourir à la violence. Le tribunal lui accorde enfin la conversion de son internement en mesure thérapeutique stationnaire, un tournant significatif en vue, peut-être, d'une réhabilitation potentielle. Joëlle Vuille, bonjour. Bonjour. Joëlle Vuille, vous êtes professeur de droit pénal et de criminologie à l'université de Fribourg. Vous avez notamment coécrit ce livre « Les femmes et la question criminelle ». C'était en 2017 aux éditions Seismo. Il est d'ailleurs toujours disponible, on peut même le télécharger en ligne. Vos domaines de recherche principaux sont le droit pénal, l'utilisation des preuves scientifiques et donc la question du genre en criminologie. Alors, sur cette affaire de la tueuse
tueuse qui n'aimait pas les femmes. Quel regard est-ce que vous portez ? Alors c'est une affaire qui est très inhabituelle. C'est une affaire que je n'utiliserai pas dans mon cours de criminologie pour enseigner à mes étudiantes et à mes étudiants ce que c'est la criminalité des femmes, où je pourrais l'utiliser mais comme contre-exemple de tout ce que la criminalité des femmes n'est pas, en fait. Alors pourquoi est-ce que c'est pas un exemple représentatif de la criminalité des femmes ? Parce que il y a évidemment des femmes qui commettent des infractions pénales, mais statistiquement, elles en commettent moins que les hommes. Elles commettent des infractions qui sont avant tout non violentes, elles récidivent moins et elles ont des carrières criminelles qui sont plus courtes que les hommes. Et donc, dans ce sens-là, la carrière, si on peut l'appeler comme ça, de cette femme est très atypique. C'est une anomalie statistique, on peut le dire comme ça. Alors, c'est une anomalie statistique même dans deux sens, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, les crimes très violents sont très rares en Suisse, que leurs auteurs soient des hommes ou des femmes. Mais lorsque des crimes violents sont commis en Suisse, dans la grande majorité des cas, leurs auteurs sont des hommes. Donc, c'est une double anomalie, si vous voulez. Et on le voit bien, c'est aussi pour ça qu'au début, les enquêteurs ne pensent pas une seconde à chercher une femme. Exactement. Lorsque vous recherchez une personne qui a commis des infractions extrêmement violentes, statistiquement, c'est juste de partir sur l'idée que c'est un homme. Quels délits et crimes sont dès lors le plus souvent commis par des femmes dans notre pays, en Suisse ? Alors, plus une infraction est violente et plus elle est grave, moins elle est commise par des femmes. Donc en fait, les femmes sont sous-représentées quasiment dans tous les groupes de délits, à deux exceptions près. Si on regarde les statistiques de police en Suisse, il y a une infraction où les femmes sont clairement surreprésentées, c'est l'exercice illicite de la prostitution. C'est une des seules infractions où les femmes sont surreprésentées. L'autre étant l'enlèvement de mineurs, qui en droit suisse est une infraction contre la famille et qui est donc le fait de ne pas présenter un enfant, de ne pas remettre un enfant à la personne qui en a l'autorité parentale. Pour toutes les autres infractions, les femmes sont toujours sous-représentées et elles sont encore moins nombreuses dans les infractions qui sont violentes et graves. Mais il y a quand même de tout, du code de la route aux homicides. Il y a absolument de tout. Il y a des femmes qui commettent des meurtres intentionnels, il y a des femmes qui commettent des brigandages, il y a des femmes qui commettent des infractions à l'intégrité sexuelle, mais il y a beaucoup de femmes qui commettent des petites infractions non violentes du type vol à l'étalage, petites infractions au patrimoine dans d'autres pays, dans des pays voisins, par exemple des falsifications de chèques, des choses comme ça. Avec quelles armes sont commis ces crimes violents lorsqu'ils sont commis par des femmes ? Alors ça, c'est des choses pour lesquelles il n'y a pas de données statistiques. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de recherches sur ce sujet-là. Il y a une très vieille étude qui avait été faite aux États-Unis qui suggérait que les armes qui étaient utilisées par les femmes pour la commission de délits étaient liées aux circonstances dans lesquelles ces délits étaient commis, ce qui est tout à fait logique. Souvent des infractions dans le contexte domestique, souvent contre des partenaires, des hommes parfois maltraitants. Et dans ce contexte-là, c'était des couteaux de cuisine, en fait. Mais ça, c'est vraiment très anecdotique. On ne peut pas en tirer des généralités sur leur passage à l'acte. Quels sont les stéréotypes de la délinquance féminine ? Parce qu'il y en a. Vous êtes d'accord, Joëlle Vuille ? La femme fatale, la femme manipulatrice. Alors effectivement, la femme fatale, la manipulatrice, ça c'est une théorie qui avait été articulée pour la première fois à un niveau scientifique, académique, dans les années 50 par un monsieur qui s'appelait Otto Pollack et qui expliquait en fait la faible représentation des femmes dans les indicateurs de la délinquance par le fait qu'en réalité elles commettent tout autant de délits que les hommes, mais c'est de la criminalité qui est surtout de la criminalité cachée. Les femmes sont par nature manipulatrices et menteuses, disait Otto Pollack, et donc même lorsqu'elles commettent des délits, elles arrivent à induire en erreur les autorités, elles arrivent à faire commettre ces délits par des partenaires qui le font pour elles, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est une représentation, je pense, qui est assez commune dans l'opinion publique, qui n'a jamais été vérifiée, en fait, dans la réalité. Joëlle Vuille, c'est pas à vous que je vais apprendre que les questions de genre traversent notre société depuis quelques années avec une intensité marquée. Ces questions de genre traversent aussi la criminologie, et si oui, de quelle manière ? Alors effectivement,
historiquement, la criminologie, c'était une science d'hommes, faite par des hommes et qui s'intéressait à la criminalité des hommes, qui était la plus fréquente, la plus visible. Et puis, ce n'est qu'à partir des années 70 à peu près que des criminologues féministes ont commencé à s'intéresser en fait aux femmes dans la criminalité, en se disant, bon, déjà, est-ce que cette sous-représentation, est-ce qu'elle est réelle ou pas ? Et puis, si elle est réelle, au fond, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le passage à l'acte et sur la prévention de la délinquance si on a ce gigantesque groupe de la population qui commet si peu de délits? Ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi. Et est-ce qu'on ne peut pas mettre en œuvre certaines choses pour faire de la prévention aussi auprès des hommes ? Et donc, les premières criminologues féministes avaient postulé dans les années 70 qu'en fait, la sous-représentation des femmes dans la criminalité était due à la place marginale de la femme dans la société, en fait. Et on disait, le jour où les femmes auraient une place égale aux hommes dans la société, elles seraient l'égale des hommes en termes de délinquance. Et en fait, ça ne s'est pas vérifié. C'est-à-dire que depuis une 50aine d'années, on voit effectivement une augmentation du nombre de femmes délinquantes. Le nombre de vols à l'étalage, par exemple, a augmenté. Évidemment que les infractions à la législation routière ont augmenté parce que les femmes sont plus nombreuses à conduire. Elles parcourent aussi plus de kilomètres. Donc c'est assez logique qu'elles commettent plus d'infractions à la loi sur la circulation routière. Mais on n'est jamais arrivé à l'égalité et surtout pas pour les délits violents. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Maintenant, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi il y a cette différence. Est-ce que c'est une différence qui est biologique, très essentialiste, c'est une question de gène, c'est une question de testostérone par exemple, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup avancé. Une autre piste de réflexion, c'est la socialisation différenciée. Est-ce que les femmes commettent moins de délits parce qu'elles sont plus contrôlées, plus surveillées par leur entourage, parce qu'elles sont plus conformistes, parce qu'elles sont plus attachées à leur environnement social et donc elles ont plus à perdre si elles passent à l'acte? Est-ce qu'elles sont capables de plus d'autocontrôle? Est-ce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes stress sociaux, ce qui fait qu'elles utilisent moins la délinquance pour résoudre ces stress? Tout ça, c'est des théories qui ont été avancées. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment, en fait, pourquoi les femmes commettent moins de délits que les hommes. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, et on va peut-être finir avec ça, la condamnée l'est sans preuve, uniquement sur ses aveux, et sur l'enquête quand même un petit peu, mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves matérielles. Ça vous inspire quoi, Joël Vuille? À vous qui avez aussi beaucoup travaillé sur l'exploitation des traces, notamment ADN, dans les affaires criminelles. Alors, l'aveu en droit suisse, c'est une preuve. C'est prévu par le Code des procédures pénales. Ce n'est plus la reine des preuves, comme ça a pu l'être au siècle passé. On peut condamner sans aveu, et puis à l'inverse, c'est pas parce qu'on a un aveu qu'on est obligé de condamner. Par rapport aux aveux, deux questions principales se posent. La première, c'est est-ce que cet aveu il a été fait librement ? Est-ce que la personne a été torturée, forcée, contrainte, etc. Et puis, si c'est pas le cas, que cet aveu a été fait librement, se pose la question de sa validité. Est-ce que ça traduit effectivement une implication dans ce passage à l'acte ou pas ? Et par rapport à ça, le Code de procédure pénale enjoint à l'autorité de contextualiser ses aveux, d'essayer de les recroiser avec d'autres informations disponibles dans le cas. La littérature criminologique établit très clairement, depuis quelques décennies, qu'il y a des personnes qui font des faux aveux, parfois. Notamment dans des affaires qui sont très médiatisées. Si on pense par exemple, un exemple historique qui était l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh dans les années 30, il y a plus de 200 personnes qui sont venues s'en accuser. Donc, les faux aveux, ça existe, c'est très rare, mais ça peut arriver, d'où l'importance de recroiser ces aveux avec d'autres informations dans un cas donné. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, Caroline est âgée de 52 ans et a été enfermée ces 27 dernières années. Malgré l'assouplissement prononcé par la justice zurichoise en 2024, elle est loin d'être libérée. Son dossier sera désormais réétudié tous les 5 ans et sa détention potentiellement prolongée indéfiniment.
La tueuse qui n'aimait pas les femmes. C'était l'épisode 31 de Crime Suisse, un podcast de la RTS réalisé par David Golan et produit par Julie Vince. Documentation, Jérôme Ruffini. Attaché de production, Valérie Dantan. Musique originale, René Janaquaviva. Rédaction et narration, c'est moi, Antoine Drou. Toute l'équipe de Crime Suisse vous souhaite un bel été. On se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes inédits. D'ici là, restez dans le coin. Il pourrait y avoir quelques surprises pour vous par ici ces prochaines semaines. À bientôt.